On se retrouve donc pour continuer ce deuxième chapitre, notamment le sous-chapitre traitant des parasites affectant le tube digestif. On passe maintenant à la coccidiose. Donc, la coccidiose est une maladie zoonotique cosmopolite, causée par des parasites apicomplexes de la famille des Eimeridés. Chaque espèce d'Emeria est spécifique à une seule espèce animale. Les infections plurispécifiques sont la règle chez les ruminants. Les Emeria touchent aussi bien les mammifères que les oiseaux. Ils se transmettent par voie orale seulement et causent chez les jeunes ruminants des diarrhées et une perte de croissance causant des pertes économiques graves. La coccidiose bovine est la parasitose digestive la plus courante chez les veaux de bas âge. Chez le bovin, parmi la vingtaine d'espèces décrites, 2 sont pathogènes, Emeria zoerni et Emeria bovis. Emeria bovis a la particularité d'être un peu plus grande que Emeria zoerni et possède un micropyle dans le bord apical. La coccidiose est aussi fréquente chez les ovins et caprins. Les espèces pathogènes décrites sont Emeria ovinoidalis, Emeria crandalis et Emeria ovis, qui sont les plus pathogènes chez l'agneau. Tandis que chez les caprins, les espèces pathogènes sont Emeria christensi et Emeria arlowingi. Donc l'ocyste se présente sous 2 formes, une forme qui est sporulée et une forme qui est non sporulée. Il se présente avec une membrane externe et une membrane interne, un micropyle chez certaines espèces qui est important pour la diagnose. Dans la forme sporulée, on observe au microscope des sporocystes contenant des sporozoïtes non observables dans la forme non sporulée, où les zygotes n'ont pas encore fusionné. Voilà, dans cette diapo, on observe un ocyste d'Emeria bovis et un autre d'Emeria zoerni, avec l'ocyste d'Emeria bovis qui est sporulé. On observe ici le micropyle qui est très important pour la diagnose. Ici, on observe le zygote, ici, on observe des sporozoïtes. Le cycle de vie de la coccidiose est typique pour toutes les espèces. Seule la durée du cycle varie. Donc, l'infection se fait par voie orale avec la consommation d'ocystes sporulés du milieu extérieur. La coccidie ensuite infecte des cellules situées dans l'intestin grêle. Chaque cellule infectée libère une quinzaine de jours après plusieurs dizaines de milliers de parasites appelés mérozoïtes. Ces mérozoïtes sont libérés après une reproduction asexuée, avec passage d'un sporozoïte au schizonte au mérozoïte. Ces parasites de première génération infectent alors les cellules du gros intestin. Les dégâts deviennent alors énormes. Ces parasites infectent les cellules du côlon ou du rectum et donnent naissance à plusieurs gamètes après gamogonie, qui est la reproduction sexuée. Les gamètes mâles fécondent les gamètes femelles et de là naît un oocyste non sporulé qui quitte, en la détruisant, la cellule parasite. Cet oocyste est enfin excrété au milieu extérieur. Et ceci 3 semaines après l'infection initiale. Mais les signes cliniques de la maladie apparaissent déjà à la suite des lésions intestinales provoquées par les parasites de deuxième génération, soit 16 à 20 jours après l'infection chez les bovins par exemple, alors qu'aucun oocyste n'a encore été rejeté. Donc, pour ce qui est de l'épidémiologie chez les bovins, la coccidiose revêt d'un caractère enzootique et saisonnier, avec une haute prévalence en printemps et dans les étés humides. Tous les types de production de jeunes sont concernés, mais l'expression clinique varie selon l'exposition aux dangers coccidiens. L'absence de protection colostrale, l'infection des veaux peut se faire dès les premiers mois de vie. L'excrétion des oocystes débute en général très tôt, avec l'accroissement progressif de la prévalence jusqu'aux environs du sévrage. Les veaux de lait sont très précocement exposés et l'expression de la coccidose est maximale entre l'âge de 1 et 2 mois. L'infection touche aussi des jeunes bovins de 6 à 18 mois. Chez les ovins, les agneaux ils sont sensibles dès la naissance et la maladie se manifeste chez les animaux âgés d'1 semaine à 3 mois. En général, les adultes sont résistants mais sont généralement porteurs d'oocystes. Pour les caprins, les chevreaux sont les plus touchés et la coccidiose est une parasitose qui est obligatoire chez la chevrette, notamment celle âgée entre 1 et 5 mois. Les facteurs de risque communs entre tous les ruminants sont l'âge bien entendu. L'expression clinique de la maladie est bien plus grande et perceptible chez les jeunes. La virulence de l'espèce coccidienne est aussi un important facteur. Par exemple, Emeria bovis est plus virulente qu'Emeria zoerni. La pression du milieu oocystal est aussi déterminante aussi bien à l'étable qu'au pâturage. Les facteurs extrinsèques à mentionner sont le stress, la qualité hygiénique des élevages et les parasitoses intercurrentes telles que la cryptosporidiose qu'on en étudiera plus tard. Donc pour ce qui est de la forme clinique chez les bovins, elle occure lors d'infections massives, en particulier pour le cas d'Emeria bovis. La diarrhée est de gravité croissante, passant de céreuse et verte au début pour devenir brun noirâtre, plus ou moins associée à des caillots de sang. En phase terminale, elle devient muqueuse, plus ou moins diphtéroïde, accompagnée des preintes de ténèsme
et de prolapsus rectal. La diarrhée dure environ 5 à 7 jours. La baisse d'appétit est importante. La déshydratation, l'anémie et l'amaigrissement sont des symptômes qui sont courants et peuvent aboutir à la mort ou à l'euthanasie pour les non-valeurs économiques chez les jeunes. Pour ce qui est de la forme subclinique, qui est la forme majoritaire, l'invasion puis la destruction des cellules intestinales dès la deuxième schizogonie et surtout lors de la gamogonie ne causent que de faibles infestations, avec une diarrhée qui est très modérée, intermittente, gris verte. La croissance et l'engraissement sont alors amoindris et les lots ont un développement hétérogène. On observe ici la diarrhée dans la forme qui est clinique chez des jeunes bovins, avec une couleur qui est brun noirâtre, plus ou moins associée à des cahiers de sang dans certains cas. Chez les agneaux, l'infection est souvent subclinique et se manifeste principalement par une baisse de la qualité de la laine qui devient alors terne et ébouriffée. Une chute de croissance et un amaigrissement sont aussi observés. Chez certains agneaux, les individus malades peuvent avoir une ptose abdominale. Ils peuvent présenter des signes de colique sans diarrhée. On observe donc des agneaux qui se lèchent le ventre, ce qui donne un aspect marbré à la laine. Enfin, des signes nerveux peuvent être remarqués, notamment l'opisthotonose et le pédalage. Pour ce qui est des jeunes caprins, les premiers signes de la maladie sont généralement l'apparition soudaine d'une diarrhée sévère aqueuse, parfois hémorragique. Ensuite, on observe des coliques et des rétroversions de l'anus. Des signes nerveux peuvent également être observés chez les caprins. Le chevreau souffrira de baisse d'appétit, d'une éventuelle faiblesse et de douleur abdominale qui peut se manifester par des cris de plainte ou des animaux qui se couchent et se lèvent sans cesse. Pour ce qui est du tableau lésionnel, les lésions causées par la coccidiose bovine clinique sont une colorectite hémorragique qui se traduit au niveau microscopique par une entérite catarrhale aiguë qui progressivement devient ulcéreuse puis nécrotique. Chez les ovins, on observe au niveau macroscopique des kystes coccidiens sur l'intestin grêle. Ces kystes contiennent des schizontes qui épaississent la muqueuse. Enfin, chez les caprins, on observe une destruction des entérocytes infectés qui fait entrave à l'absorption intestinale et laisse échapper dans l'intestin des liquides riches en protéines, d'où la diarrhée. On observe aussi des nodules coccidiens sur la muqueuse de l'intestin grêle, comme on peut l'observer sur cette photo. Pour diagnostiquer la coccidiose, le tableau clinique et épidémiologique permet déjà d'orienter les suspicions, avec notamment la catégorie d'animaux touchés, comme vu précédemment, avec les facteurs de risque, avec l'atteinte des veaux qui sont très jeunes ou les jeunes bovins de 6 à 18 mois, et les signes cliniques précédemment décrits avec les diarrhées dans les formes qui sont graves et la chute de croissance dans la forme subclinique. Pour confirmer la suspicion, la méthode de choix est une coproscopie. La coproscopie par flottaison, en l'occurrence, permet à la fois la quantification et surtout la diagnose d'espèces. Cette diagnose est basée sur la morphologie des oocystes. La détermination d'espèces est basée sur la reconnaissance d'un certain nombre d'éléments, notamment la longueur et la largeur moyenne, qui sont mesurées grâce à un objectif micrométrique étalonné, la forme de l'oocyste, l'aspect de la paroi de l'oocyste, la présence ou non d'un micropyle, la présence aussi ou absence d'une capsule polaire. Il est à noter qu'il est nécessaire de faire au minimum 5 à 10 prélèvements pour avoir un bon reflet de la population coccidienne. Il est aussi à noter il est aussi optimal d'utiliser une solution de densité supérieure à 1,3, par exemple la solution saline à 33%, pour détruire les strongyloïdes et faciliter le diagnostic. Il est important aussi de signaler qu'il n'y a pas de valeur seuil pour une expression clinique ou subclinique. Le diagnostic coproscopique a donc seulement une valeur informative. Sur le cadavre, on peut observer des lésions sur la muqueuse intestinale et on peut effectuer un raclage de la muqueuse pour identifier les parasites. Le diagnostic différentiel doit se faire avec les strongyloses gastro-intestinales, l'œsophagostomose, la paratuberculose et les intoxications d'origine alimentaire. Le traitement des coccidioses bovines, ovines et caprines passe par l'utilisation des sulfamides pour les cas déjà infectés, notamment avec la sulfédimérazine, avec comme dose chez le bovin de 135 mg par kg de poids vif par jour durant 3 à 5 jours, et les sulfadimétoxines avec 40 mg par kg de poids vif par jour durant 10 jours pour les bovins. Le traitement préventif chez les bovins consiste en l'utilisation de décoquinate à dose de 0,5 mg par kg de poids vif par jour durant 4 semaines et le diclazuril avec une dose de 1 mg par kg de poids vif en une seule prise. Chez l'ovin et le caprin, pour le traitement curatif, on utilise le sulfadimétoxine ou le sulfadimérazine à dose de 50 à 75
mg par kg de poids vif par jour pendant la durée de 3 à 5 jours. Pour le traitement préventif, on utilise le diclazuril à dose de 20 mg par kg. Une bonne prophylaxie est indispensable pour éviter les infections coccidioses de masse à l'étable ou au pâturage. On cite notamment les mesures d'hygiène, comme la désinfection des locaux, le changement régulier de litière. Il faut aussi isoler précocement les jeunes de leur mère pour éviter les infections précoces. Pour éviter d'infecter les pâturages, il faut éviter de sortir les animaux malades et les laisser isolés à l'étable. En milieu indemne, il faut éviter aussi d'introduire les animaux infectés. Pour ce qui est de la prophylaxie médicale, la chimioprévention est la méthode de choix pour prévenir une infection à la coccidiose dans un élevage à risque. Pour ce, il faut traiter systématiquement les animaux exposés à la coccidiose avec l'amprolium à la dose de 10 mg par kg de poids vif par jour, pendant 15 jours, dans l'eau de boisson et à la période d'apparition habituelle de la maladie, ou à la détection du premier cas clinique. Voici donc pour ce qui est de la coccidiose.